à tous. Nous avons déjà parcouru 40 années de la saga européenne dans les 4 premiers épisodes de notre série. On vous a expliqué pourquoi et comment les institutions européennes ont vu le jour. Nous voici à présent dans les années 90, à l'orée d'une période charnière. Les pays membres de ce qui va bientôt s'appeler l'Union européenne vont se donner les moyens de leurs ambitions. Il faut dire que nous sommes au seuil d'un nouveau millénaire qui ébranle bien des certitudes du passé. Les citoyens sont partagés entre crainte et espoir dans l'avenir et les décideurs politiques vont devoir y répondre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter mon collègue Pinto. Salut Pinto. Ah, salut Afsa. Quoi de neuf? Parce que de mon côté, en termes de nouveautés, il y a de quoi dire. Dans les années 90, les logiciels de bureautique, l'avènement d'Internet et la percée inédite de la téléphonie mobile transforment nos manières de travailler et de communiquer et jettent les bases de la globalisation. Dans les années 90, en URSS, les programmes de Glasnost et Perestroïka, des programmes de transparence de Gorbatchev, vont finir par enterrer le régime soviétique ainsi que la guerre froide qui avait scindé le monde en deux durant plusieurs décennies. En Afrique du Sud, la libération indirecte de Nelson Mandela captive la terre entière et donne l'espoir d'un ordre nouveau où les politiques raciales ne devraient plus avoir droit de citer. Si le monde devient un village médiatique, il est plus qu'urgent d'en prendre soin. L'environnement devient une priorité. Le protocole de Kyoto, première manifestation de la prise de conscience planétaire de l'urgence climatique, est à la base des mesures internationales qui visent à réduire le gaz à effet de serre. Des conflits, en revanche, frappent durement le vivre ensemble. Une guerre fratricide éclate en Yougoslavie, des atrocités sont commises aux portes de l'Europe. En Irak, la campagne Desert Storm déstabilise une région déjà très fragile et génère des tensions idéologiques et religieuses dont tous les peuples font les frais jusqu'à ce jour. Mais revenons en Europe avec quelques bonnes nouvelles. Les deux Irlandes se réconcilient en 1997 et grâce à une politique européenne d'ouverture des frontières, les États membres deviennent des voisins de plus en plus proches, collaboratifs et coopératifs. Un des meilleurs exemples de ce ciment est sans aucun doute l'initiative Interreg, qui fête cette année ses 30 ans. Ce programme de coopération territoriale européenne contribue à mettre en place des solutions communes aux défis locaux. Les régions, qu'elles soient fortes ou en difficulté, se serrent les coudes au travers d'échanges culturels, de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Il est de plus en plus question d'initiatives conjointes d'innovation, de développement de petites et moyennes entreprises et de protection environnementale en milieu urbain, rural et côtier. En 1992, un accord historique est signé afin de mobiliser les nations et de continuer à rapprocher les citoyens au sein d'une union économique encore plus forte, scellée par l'euro. C'est le traité de Maastricht. La communauté économique européenne cède la place à l'Union européenne. Le message est clair, les institutions s'attaquent désormais à bien plus que les problématiques socio-économiques. Pour assurer les fondations d'un marché véritablement unique, il faut, entre autres, aider à la reconversion des régions gravement affectées par le déclin industriel, lutter contre le chômage de longue durée, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des exclus et encourager le développement des zones rurales. C'est ainsi qu'est née la politique européenne de cohésion. Près de 170 milliards de coûts, une monnaie administrative européenne, sont investis et permettront à de nombreux États de réduire drastiquement le chômage en créant plus d'1 million d'emplois. En soutenant plus de 800 000 petites et moyennes entreprises, les pays dont les économies étaient hier encore les plus faibles vont constater une nette amélioration. Mais l'Union européenne, ce n'est pas qu'un ensemble d'États. Elle s'intéresse aux régions et cela va être institutionnalisé. Les régions, c'est le berceau de toutes nos différences qui font nos richesses et donc notre potentiel. Un organisme spécifique va être constitué pour leur servir de porte-voix. Le comité des régions voit le jour et fonctionne comme trait d'union avec le centre de décision à Bruxelles. Il s'agit d'un organe consultatif tout à fait essentiel composé de centaines d'élus locaux. Ces hommes et ces femmes politiques, plus proches que quiconque du terrain, sont entre autres sollicités en vertu du principe de subsidiarité. Ce principe assure une prise de décision au plus près des besoins des citoyens lorsqu'une législation européenne concerne directement les régions et les villes. En 1995, le puzzle européen se complète au nord comme au centre, puisque les pays membres passent de 12 à 15. Avec l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. L'Union européenne n'a jamais aussi bien porté son nom et aborde l'an 2000 avec l'ambition de continuer à grandir ensemble. On se retrouvera bientôt dans la décennie 2000-2010 où pas moins de 12 États vont se joindre à l'aventure européenne avec de nouveaux défis à relever. Salut Pinto! Hasta pronto, Afsa!